La chronique politique du Grand Journal avec Alexis Lacroix. Bonjour Alexis. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre. Merci à vous. Alexis, vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Premier sujet cet après-midi, l'annonce hier par Gérald Darmanin de la création d'un statut de l'imam en France. Le ministre de l'Intérieur indique vouloir lutter contre l'idée que l'islam est, je cite, une religion d'étrangers pour les étrangers, financée par les étrangers. Fin de citation. Une annonce, Alexis, qui s'inscrit dans une séquence politique marquée par l'annonce la semaine dernière de l'expulsion vers la Tunisie de l'imam Majoub Majoubi, après avoir tenu, on l'a suivi notamment ici, des prêches encourageant des comportements contraires aux valeurs de la République, notamment à l'égard des femmes et de la communauté juive. Disons que Gérald Darmanin veut marquer son terrain politique par l'affichage et même la mise en pratique, je crois pour le coup, d'une certaine fermeté régalienne qui lui tient à cœur, mais qui tient aussi à cœur au gouvernement dont il fait partie. Il veut aussi, et je crois que c'est lié, bien sûr, si on veut faire un décryptage de sémantique politique absolument lié, il veut aussi dépasser le moment d'affliction, voire de dépression personnelle qu'il a ressenti au moment, comme d'autres d'ailleurs, comme le ministre de l'économie et Bruno Le Maire, au moment de la nomination de Gabriel Attal, qui était leur rival. Et donc effectivement, il y a ces prises de position, on va les commenter, notamment dans le cadre du forum des imams de France qui a lieu hier et les annonces qu'il a faites qui sont très intéressantes. Et puis il y a aussi, alors dans la presse People, on peut dire dans le cœur du navire amiral du nouveau groupe Bolloré, il y a aussi ce reportage photographique dans lequel le ministre de l'Intérieur, j'allais dire à la Sarko, se met en scène dans son bureau de la place Beauvau avec ses fils. Donc c'est très signifiant aussi sur ses fidélités sarkozystes, dont je n'ai jamais personnellement douté, mais aussi sur sa volonté d'occuper un terrain médiatique et de se faire connaître un peu autrement, si tant est que ces images révèlent quoi que ce soit. Absolument, de se faire connaître autrement, on va dire Gérald côté cœur, côté intime, côté vie familiale, et aussi d'assumer probablement une posture d'homme complet, si vous voulez, pour probablement, évidemment, aussi, subliminalement, en tout cas, prendre rendez-vous avec les Français dans des échéances ultérieures. Évidemment, il est de ceux, même s'il n'est pas obsédé par cela, qui pensent légitimement, en raison de ses qualités, qui sont indéniables, même si on peut critiquer sa ligne politique, à la présidentielle. Alors maintenant, revenons aux imams. Effectivement, il veut mettre en pratique quelque chose qui a depuis longtemps été poursuivi, en réalité depuis Nicolas Sarkozy, qui est la création d'un véritable islam de France, c'est-à-dire dépendant des financements français et non pas de financements étrangers, notamment saoudiens par exemple. Et passant par une formation à la française. Et passant par une formation à la française. Le ministre de l'Intérieur a mis la gomme, entre guillemets, a inclus, si vous voulez, évidemment, on va dire un petit peu artificiellement, la religion musulmane dans l'identité française historique. Même si la religion musulmane n'est en France que depuis un siècle, en gros, et encore, elle l'était surtout dans les départements de l'Algérie française. Mais bon, peu importe, ça n'a pas l'importance. C'était surtout pour souligner l'actualité de ce projet qui repose sur la création d'un statut de l'imam français. Et ce statut de l'imam français, a-t-il souligné à l'occasion donc de ce forum pour l'islam de France hier, est souhaité, est espéré par nombre de musulmans, nombre d'imams qui ne sont pas correctement payés. Ça veut dire qu'il y aura ça ne veut pas dire qu'il y aura plus d'imams étrangers, a-t-il aussitôt ajouté. Il pourra y avoir aussi des imams étrangers, a précisé le ministre de l'Intérieur, à condition qu'ils soient directement employés comme salariés par un lieu de culte français et non par une fédération dépendant peu ou prou de l'étranger. Qu'est-ce que ça peut changer sur le terrain? C'est le meilleur moyen, ce sont les meilleurs instruments pour éviter les discours radicaux? Évidemment, si vous voulez. La création d'un islam de France n'est pas seulement, si vous voulez, un décalque historique, c'est déjà important, hein, un décalque historique de ce que serait, de ce qu'a été historiquement la création du judaïsme français. Vous savez, à l'initiative d'ailleurs de Napoléon, on peut penser ce qu'on veut de Napoléon, mais Napoléon, c'est quand même l'homme qui fait deux choses pour les Juifs. Il ouvre les portes des ghettos en Rhénanie, etc., puisqu'il conquiert des territoires qui sont aujourd'hui l'Allemagne, la Hollande. Dans ces pays-là, ils ouvrent les portes des ghettos, fidèles aux leçons de 89, de la Révolution française, de l'universalisme de la Révolution française. Et d'un autre côté, il institutionnalise, il organise, dirait-on aujourd'hui, le judaïsme français. Donc, non sans une certaine violence politique et symbolique. Si vous voulez, ça, bien sûr, on peut toujours déconstruire a posteriori, comme on le fait dans les campus universitaires, en disant mais en fait, il y avait les grands historiens, il y avait l'imposition d'un modèle républicain. Vous avez raison, bien sûr, évidemment. Mais je suis bien d'accord. Et puis c'était, vous savez, la mise en pratique, mais on va y venir pour les imams, c'était la mise en pratique de ce slogan de la Révolution française, Clermont-Tonnerre, tout pour les Juifs comme individus et rien comme nation.
nous en sommes là aujourd'hui avec l'islam. C'est-à-dire qu'effectivement, la volonté de ce gouvernement, il le fait mezza voce, il le fait en faisant des concessions rhétoriques à l'inclusion un peu imaginaire de l'islam dans la longue durée de l'identité française, alors que c'est depuis un siècle en gros, si on compte large. Bon. Mais peu importe, ça n'a pas d'importance. L'objectif, c'est effectivement un peu l'équivalent. C'est-à-dire de dire aux musulmans français, vous avez tous les droits de pratiquer votre religion, mais nous souhaiterions que ça se fasse dans un cadre qui peu ou prou, alors c'est pas dit comme ça, mais qui peu ou prou relève d'une vigilance de l'État. Donc effectivement, vous avez raison, ça va dans le sens d'un endiguement, d'une tentative progressive d'endiguer les phénomènes de fondamentalisme qui, on le sait, existent considérablement dans les mosquées, pas seulement dans les mosquées d'ailleurs, mais surtout dans les mosquées. Alexis, l'autre actualité forte de la journée, ce sont ces déclarations d'Emmanuel Macron, déclarations tonitruantes dans le dossier ukrainien à l'issue d'une conférence de soutien à Kiev qui réunissait hier à Paris une vingtaine de responsables internationaux. Le chef de l'État a déclaré, je cite, que l'envoi de troupes au sol en Ukraine ne devait pas être exclu. Jamais depuis 2 ans et le début de l'offensive russe, un dirigeant occidental n'était allé aussi loin. Alexis, d'abord, comment est-ce que vous expliquez cette prise de position très tranchée d'Emmanuel Macron ? Alors, je l'explique en fait par 2 choses. Les discussions sont intenses avec les États-Unis. Et tout cela dans le cadre d'une perception affinée, de plus en plus nette, notamment depuis l'annonce par Moscou il y a 2 semaines de l'envoi de satellites, de l'envoi de missiles capables de détruire nucléairement les installations satellitaires de beaucoup de pays, à commencer bien sûr par les États-Unis, la perception d'un crescendo de la menace russe. Alors il est très difficile. Emmanuel Macron, qui a d'ailleurs, on va le citer, appelé un sursaut face au durcissement de la Russie hier soir. Voilà, donc si vous voulez, nous avions connu un Emmanuel Macron, vous vous en souvenez très bien, au moment de sa première élection, en 2017-2018, il poursuit ce qui apparaît rétrospectivement comme une chimère, mais peu importe, il poursuit la chimère d'un dialogue rapproché, voire d'une amitié stellaire, au firmament, j'allais dire, de l'histoire des nations, entre la France et la Russie, fidèle à une tradition d'ailleurs qui a toujours existé, Hélène Carrère d'Ancos, c'est tutti quanti. Nous ne sommes pas en guerre avec la Russie, disait-il voilà. il y a Et donc ça va à l'encontre de la ligne dite des néoconservateurs du Quai d'Orsay, sous l'influence d'ailleurs d'un homme comme Hubert Védrine à l'époque, peut-être même de Dominique de Villepin, etc. Évidemment, 6 ans plus tard, le président de la République n'est pas un imbécile, je vous le dis souvent, il est obligé de se rendre compte que cette ligne de dialogue est difficile. C'est-à-dire c'est un dialogue de soumis, mais ça ne peut être qu'un dialogue de dhimmi, en quelque sorte, de la Russie. Donc, il est en train de passer, selon d'ailleurs un mouvement de balancier qui lui est très coutumier sur beaucoup de sujets, à la position presque inverse, c'est-à-dire je montre mes muscles super émissaire de l'OTAN. Il manque de cohérence ou il s'adapte à la nouvelle situation sur le terrain ? Non, je dirais pas ça, je dirais que c'est l'hyper-pragmatisme macronien, vous voyez, qui fait qu'on s'adapte aux circonstances, et puis il y a aussi évidemment l'arrière-pensée de prendre le lead d'un continent européen peu ou prou tétanisé actuellement par les démonstrations de puissance de Poutine et de Medvedev. Donc c'est plutôt ça en réalité, c'est son hyper-pragmatisme non idéologique. C'est ce qu'ont du mal à comprendre d'ailleurs les gens, c'est que ni Attal ni Macron n'ont la moindre matrice idéologique. Leur représentation du monde n'est pas fondée sur les idées, mais fondée sur les postures. Donc là, on est dans la posture de, j'allais dire, plus otanien que moi, tu meurs. Mais le problème que rencontre le président de la République, aussi justifié que soit cette posture par les temps qui courent, c'est qu'il n'est pas suivi. Et donc effectivement, le chancelier allemand Olaf Scholz, qui, j'allais dire, donne un peu le là en Europe pour beaucoup de partenaires, notamment les Polonais, s'est montré beaucoup plus prudent tout à l'heure. Voilà, a expliqué qu'il n'y aura pas de troupes au sol, pas de soldats en Ukraine qui soient envoyés par les pays européens ou dans d'autres États de l'OTAN. Tout en soulignant que, évidemment, depuis le début, les discussions sont très intenses, très étroites aussi avec la France. Position d'ailleurs assez similaire du côté polonais avec la prise de parole du Premier ministre Donald Tusk. Voilà, Donald Tusk, que Emmanuel Macron, comme vous savez, a reçu il y a 2 semaines. Là, pour le coup, ils ont une convergence stratégique fondamentale face à la Russie de Poutine, mais il s'est quand même démarqué de l'idée très super otanienne, encore une fois, d'Emmanuel Macron, d'y aller, ça y est, en Ukraine avec des troupes. Pourquoi ils s'en démarquent? Alors, les Ukrainiens, les Polonais... qu'il y avait une dynamique, donc potentiellement c'était envisageable. Mis à part les Slovaques, qui sont alliés à Poutine, mais les Polonais, les Roumains, les Hongrois ne sont pas des super alliés, il ne faut pas exagérer, de Poutine, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils ont même plutôt peur de lui. Pourquoi ils ne veulent pas d'envoi de troupes au sol, même à terme? C'est parce qu'ils se disent, ça sera la fameuse ligne rouge que chercherait Vladimir Poutine pour aller bien au-delà de l'engagement militaire actuel de la Russie. Et le Kremlin a d'ailleurs mis en garde les Occidentaux tout à l'heure. Bien sûr, voilà. Et donc effectivement, là, nous sommes dans un poker menteur, mais nous sommes aussi dans la recherche d'un équilibre de puissance. Ils se disent, non sans raison, d'abord ils sont beaucoup plus exposés que la France, qui est à l'ouest du continent, ils se disent, non sans raison, si on envoie des troupes,
même par délégation, j'allais dire otanienne, on court le risque de voir le conflit non seulement s'éterniser, mais peut-être s'étendre. Alexis, 2 questions. La première, est-ce que par ce discours de dissuasion, Emmanuel Macron anticipe la possible arrivée aux États-Unis au pouvoir, le retour au pouvoir de Donald Trump? Je reconnais là votre très grande sagacité de jeune géopoliticien. Mais vous avez évidemment raison. C'est évidemment dans l'horizon d'un probable, possible retour de Trump ou d'une administration républicaine qui serait plus poutino-compréhensive, si vous voulez, que l'administration Biden, que le président de la République, qui pense à lui, se dit, moi, comme Français, j'ai un rôle à jouer. C'est-à-dire, je comblerai les lacunes d'une sorte de rétraction progressive de l'Amérique sur sa splendid isolation, qui était d'ailleurs, souvenez-vous, le programme d'origine de Donald Trump. Il disait America First. Ça voulait dire dans son langage, non pas l'antisémitisme, tout ce qu'on a pu raconter qui était complètement idiot. C'était pas une réédition du programme de Lindbergh. Ça voulait dire en revanche, nous allons plier les Gaules et de moins en moins nous déployer sur des théâtres d'opérations étrangers. Ça n'a pas été possible, comme vous le savez, puisqu'ils ont mis en œuvre les accords d'Abraham. En revanche, effectivement, concernant la Russie, si Trump revenait, ça serait peu ou prou son programme. Alexis, un dernier mot sur cette annonce qui est tombée il y a quelques minutes. L'Élysée annonce un débat et un vote au Parlement sur l'accord bilatéral de sécurité conclu avec Kiev. Pour quelles raisons Emmanuel Macron souhaite faire voter les parlementaires sur la question? Alors, je ne suis pas dans sa tête, mais là, je vous le dis comme ça, vous me prenez au débeauté, probablement pour inclure l'ensemble de la nation au travers de ses représentants et des différentes formations politiques qui sont impliquées, c'est-à-dire la droite républicaine, le Rassemblement national, mais aussi de l'ensemble des gauches. C'est une manière également de les obliger à se positionner dans la perspective des européennes de juin? À l'évidence, oui, il pense à tout, c'est-à-dire le président de la République, il est aussi en campagne, on l'a remarqué, c'est le moins qu'on puisse dire, avec Bardella, et donc effectivement, en se posant en champion de l'Europe démocratique face au méchant Poutine, il pense aussi à cette échéance, et il pense être aussi celui qui va convaincre un certain nombre d'électeurs hésitants, notamment dans la droite républicaine, que c'est pas vers Bardella qu'il faut aller, mais que c'est vers Valérie Hayer. Eh bien, tout cela est passionnant. Merci beaucoup, Alexis Lacroix. Je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Bon après-midi. Merci à vous.